Derrière ce paysage de carte postale se cache une petite ville. Un détour et Sugueta nous accueille avec ses étals disposés en bordure de route. Situé à environ 60 km de la ville de Kindia, à l'est de Conakry, Sugueta est l'un des 2 sites pilotes de l'initiative École des Maris en Guinée. Une initiative du Fonds des Nations Unies pour la population visant à impliquer davantage les hommes dans la santé de la reproduction. Dans cette communauté conservatrice, les pesanteurs socioculturels font que les femmes fréquentent très peu les centres de santé, notamment pour les consultations prénatales. Les cas de violence basés sur le genre y sont également fréquents. Cependant, les lignes ont commencé à bouger en 2017 quand l'école des maris a vu le jour. Des jeunes pensionnaires sensibilisent en effet sur différentes questions liées à la condition de la femme. Ce matin, loin des étals de l'entrée de la ville, ils sont en réunion d'évaluation de leurs activités. Ce n'est pas facile. Au départ, il y avait des réticences, surtout avec il y avait des termes là, surtout l'excision. L'excision, il nous disait que c'est coutumier. Nous, on ne peut pas vraiment laisser cette pratique. Mais de nos jours, avec nos efforts, vraiment, ils sont avec nous. Ils sont avec notre esprit. Et vraiment, les mariages précoces, c'était un dilemme, c'était un problème beaucoup que nous étions exposés. Mais aujourd'hui, on a sensibilisé, on a pu les convaincre avec nos arguments, sont dans nos esprits et ils ont avec nous, en un mot. À seulement quelques pas de la maison des jeunes où s'est tenue la rencontre se trouve le centre de santé de Sugueta. Ici, depuis le début de l'initiative, les indicateurs sont en hausse, surtout les consultations prénatales et les accouchements au centre de santé. Depuis la création du Marie Modèle, l'impact est là parce qu'il y a maintenant une grande compréhension par la communauté pour la CPN, parce que c'est la chose primordiale, et les activités de PF surtout, où on en avait beaucoup de difficultés, surtout avec des petites qui étaient là, vraiment qui se livraient aux autres sans savoir de quoi il s'agit. Mais maintenant, avec la sensibilisation des maris modèles, ça nous a beaucoup mis à l'aise parce qu'il y a moins de grossesses non désirées. Il y a moins. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a moins de grossesses non désirées parce qu'elles viennent pour juste leur planification. Sugueta est à mi-chemin entre Kindia et Mamou, où nous nous rendons. Mamou, la ville carrefour, comme on l'appelle ici, est à 245 km de Conakry au centre du pays. Une ville cosmopolite à l'intersection de plusieurs routes et influences culturelles en Guinée. Des problèmes qui touchent la ville, les fistules obstétricales, constituent une réelle préoccupation. Mamou est l'une des villes les plus touchées par le phénomène en Guinée. Le Fouta a une particularité par rapport aux autres régions, c'est notamment ces pesanteurs socioculturelles qui ont très malheureusement une influence, un impact sur l'accès des femmes aux services de santé sexuelle et reproductive. Alors, quels sont ces pesanteurs? Au Fouta, traditionnellement, c'est l'homme qui décide. Et ce qui fait que même pour aller se faire consulter, pour aller faire un accouchement assisté, ça doit être sous l'autorisation de son mari. Malheureusement, aussi, le Fouta, la population voyage beaucoup, notamment les hommes. Vous imaginez quand un homme voyage et que la décision lui revienne pour dire à sa femme, il faut aller à l'hôpital, il faut aller au centre de santé, c'est extrêmement compliqué. La religion également. Nous sommes ici à 99% des musulmans, ce qui fait que cette religion aussi influence dans les pratiques et qui influence la santé sexuelle et reproductive. En cette fin d'année 2020, une vingtaine de femmes victimes de fistules sont en attente de prise en charge à Mamou. Je crois savoir qu'il y a
les activités qui sont déjà en cours. Et en principe, à ce que je sache, avec la collaboration de l'UNFPA et de la direction préfectorale de la santé, cette prise en charge devrait rentrer en action, c'est-à-dire que ça devrait avoir effet ce 1er décembre. Et nous pensons que des dispositions sont prises pour que nous puissions passer à la vitesse supérieure pour la prise en charge de ces femmes fistuleuses. Et après leur prise en charge, il y aura la dimension hospitalisation. Et cette dimension hospitalisation va permettre des interventions pour aboutir à la guérison totale. Mais ensuite, il y a leur insertion qui va venir, les femmes, après leur... Parce que ça fait une certaine marginalisation, ça fait un impact négatif sur leur vie de tous les jours. En 2018, ce sont 30 femmes victimes de fistules qui ont été opérées à Mamou avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population. À la maternité de l'hôpital régional, nous retrouvons Mamadou Saliou Souaré. Il est en charge des questions de fistules et il avait suivi tout le processus des opérations de 2018. Au total, nous avons fait l'intervention de 30 femmes. Mais avant ça, nous avons d'abord procédé au recouvrement, c'est-à-dire comment les avoir à travers la radio, les chefs de centre. Et maintenant, lorsque nous avons eu le nombre de cas, ils étaient au nombre de 37. Maintenant, sur ces 37, il y avait 30 qui étaient éligibles, c'est-à-dire à l'intervention chirurgicale pour la réparation. Donc, nous avons procédé à la réparation. Sur ces 37, 27 sont guéris totalement de leur fistule, c'est-à-dire c'est des malades qui étaient venus avec écoulement d'urine. Mais actuellement, ces 27 femmes sont sèches. Donc, c'est ce qui nous a donné un pourcentage de 90%. Et malheureusement, nous avons 3 femmes qui continuent encore à saigner et à perdre des urines, ce qui nous donne un pourcentage de 10%. Donc, nous avons eu quelques petits problèmes durant la prise en charge parce que c'était notre première expérience. On était avec un expert qui était venu de Cancan qui nous a vraiment beaucoup épaulés. Et nous avons aussi beaucoup appris avec lui, donc on s'en réjouit. Rachid Diallo fait partie des 37 femmes qui ont été prises en charge en 2018. Aujourd'hui, sa vie a repris son cours normal. En cette fin de journée, elle s'active avec les enfants de son frère dans la préparation du repas du soir. Chose impossible avant sa prise en charge, étant complètement isolée. Rachid a été mariée à l'âge de 12 ans. De ce mariage, elle a eu 2 enfants qui sont décédés à bas âge. C'est lors du 2e accouchement qu'elle a connu des complications qui ont provoqué la fistule. Son mari l'avait abandonnée, elle a traîné la maladie pendant 10 ans. Et pendant cette longue période de traversée du désert, ce qui l'a le plus affecté, c'est le fait de ne pas pouvoir faire ses prières quotidiennes. Je souffrais énormément avant d'être admise à l'hôpital. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. J'ai été bien prise en charge au plan sanitaire, l'hospitalisation, la nourriture. Rien n'a fait défaut pendant la prise en charge. Aujourd'hui, je suis complètement rétablie. Je fais normalement mes prières quotidiennes. Je vais librement à la mosquée les vendredis. Je participe librement aux cérémonies familiales, alors que tout cela était impossible avant mon admission à l'hôpital, vu l'incontinence dont je souffrais. Je suis très heureuse. Tout va bien pour moi désormais. Avant son admission à l'hôpital, cela nous faisait de la peine de la voir souffrir ainsi. Aujourd'hui, ça va mieux pour elle grâce à sa prise en charge. Nous en sommes heureux. C'était une aide vraiment salutaire. Nous en sommes reconnaissants. Son opération a bien réussi, Dieu merci. À Mamou, les défis restent importants. La fistule fait encore des victimes. Les violences basées sur le genre ainsi que les mariages précoces sont loin d'être éradiqués. Cependant, les efforts combinés des autorités locales, des populations elles-mêmes et des partenaires font éviter le pire dans certains cas. L'histoire d'une écolière de 13 ans qui a échappé au mariage précoce a marqué plus d'un ici. Elle a pu poursuivre ses études en se confiant au sous-préfet sur l'intention de ses parents de la donner en mariage à son cousin. Elle voulait étudier.
Et donc, quand elle a pris son sac, elle est venue à l'école à Ourikaba et marche 4 kilos tous les matins pour venir à l'école. Elle est partie se confier au sous-préfet. En disant au sous-préfet, ses parents l'ont donnée en mariage, mais elle veut étudier. Ça, le sous-préfet a fait appel à ses parents. Il a demandé toutes les informations. Ses parents ont effectivement dit qu'ils donnent en mariage cette fille à son cousin parce que tout simplement, ils ont peur que la fille tombe enceinte. Le sous-préfet, après les avoir écoutés, a fait son exposé qu'on pouvait protéger cette fille-là de cette grossesse non désirée parce que l'UNFPA aussi interviennent dans ce domaine et que eux, élus, ils ont été formés par l'UNFPA pour pouvoir protéger les filles contre les mariages précoces et les grossesses non désirées. Et qu'il y a toutes les méthodes qui peuvent aider à ce que la fille ne tombe pas enceinte. Et que cette fille fait partie de l'une des meilleures de la classe. Il a prié ses parents de donner à cette fille-là cette chance d'aller à l'école. Après cet exposé brillant du sous-préfet, les parents ont accepté. Et le sous-préfet a demandé à ce qu'il y ait un engagement écrit. Ils ont fait un engagement écrit, comme quoi ils ne vont pas donner cette fille en mariage et qu'elle va continuer les études. À 145 km de Mamou, plus au nord, l'Abbé est un centre de négoce qui voit les commerçants du Sénégal, de la Gambie, de la Sierra Leone s'y rendre pour vendre et acheter des marchandises. Son marché central reste, avec celui de Madina à Conakry, l'un des plus importants du pays. Cette dynamique sous-régionale cache mal, cependant, une triste réalité. En effet, les violences basées sur le genre y sont légion. Selon les chiffres des enquêtes relatives, rien qu'en 2020, l'Abbé a enregistré 63 cas de viol sur mineurs, 97 cas de mariage précoce avorté, 74 cas de maltraitance et 23 cas d'abandon de bébés. Selon les mêmes sources, 55% de ces violences ont lieu dans le cercle familial. Pour la prise en charge de ces cas de viol, quand par exemple une petite fille est violée, quand ils nous interpellent, nous faisons l'écoute de la victime. Encore, nous faisons l'écoute de la famille, de la maman ou en tout cas un tuteur de l'enfant. De là, nous prenons la fille directement, nous l'envoyons à l'hôpital parce que l'UNFPA a mis à disposition des kits pour les examens, pour les cas de viol, pour éviter que la fille ne tombe enceinte ou bien pour éviter les maladies sexuellement transmissibles. Donc après ces résultats, dès qu'on a le résultat de l'hôpital qui confirme qu'elle a été violée, donc nous lançons une procédure. Nous envoyons la victime à l'OPROGEN. À l'OPROGEN maintenant de mener ces enquêtes pour arrêter le violeur. Si on arrive à arrêter le violeur, on le met à la disposition de la justice. Une fois à la disposition de la justice, maintenant c'est à la justice de trancher. Et le jour du jugement, nous sommes là, nous accompagnons toujours la victime parce qu'il y a certains qui ont peur de se présenter. À l'Abbé, comme ailleurs en Guinée, le club des jeunes filles leaders constitue un des remparts contre le mariage précoce et d'autres formes de violence basées sur le genre. Cette association est composée d'adolescentes. Certaines ont été victimes de mariages précoces. Aujourd'hui, elles font partie du dispositif de lutte aux côtés des administrations locales et nationales et avec le soutien de l'UNFPA. Grâce à leur implication, les autorités sont au courant plus facilement des cas de mariage précoce. Récemment à l'Abbé, elles ont pu empêcher 7 mariages de mineurs. Comme nous avons l'habitude de le faire, nous enquêtons d'abord. Lorsque nous sommes alertés d'un cas de mariage précoce, ce que nous faisons en première position, c'est d'enquêter. En quoi faisant en nous rassurant que oui, il y a tel mariage précoce qui se fait dans telle famille. Et ensuite, nous essayons d'entrer en contact avec la concernée, celle qui doit être donnée en mariage. Et nous essayons un peu d'établir là un lien d'amitié entre nous. On lui conseille, on lui sensibilise d'abord. Et si elle parvient à coopérer, avec elle, nous prenons le nom, le prénom et le numéro de téléphone de ses parents. Nous remontons ça à l'action sociale. Et à leur tour, eux aussi, ils appellent les parents, ils leur convoquent qu'ils viennent.
On parle ensemble, on les sensibilise, on leur parle des conséquences des mariages et puis on leur pose des questions aussi qui vont dans le sens de leur demander pourquoi est-ce qu'ils donnent leur fille en mariage très tôt, pour quelles raisons, est-ce qu'ils savent quelles conséquences courent ces filles. Et la plupart du temps, ces derniers aussi comprennent, ils adhèrent à l'idée et puis ils changent de décision, ils s'engagent, ils signent un engagement qui dit que oui, ils ne vont pas donner leur fille en mariage avant l'âge de 18 ans, ce qui est écrit dans le code pénal. Et de temps à autre aussi, nous avons eu annulé des cas le jour J même, où nous sommes partis à une localité tout près de la ville. Nous sommes partis annuler le cas, les gens étaient déjà prêts, on faisait la cuisine et tout. Nous avons interpellé les parents parce qu'à l'avance d'abord, nous avons parlé avec la fille, nous l'avons vue, elle ne faisait que la 6e année. Nous avons parlé avec sa sœur qui a dénoncé, mais qui devait rester dans l'anonymat. Donc nous sommes déplacés, nous avons vu ses parents et on a su que c'était la maman qui poussait un peu à marier sa fille, tandis que celle-ci faisait déjà l'examen d'entrée en 7e. Et on lui a expliqué un peu quels sont les dangers que la fille encourt dans ce mariage, vu même que le jeune homme aussi n'était pas là et qu'il ne faisait aucune activité rentable. Donc c'était encore une autre difficulté qui allait se présenter. Donc on a su annuler le mariage, on a parlé avec la famille, elle a pris l'engagement, nous avons signé qu'elle n'allait pas donner la fille en mariage avant l'âge. Par ailleurs, dans le but de prévenir les décès maternels, le Fonds des Nations Unies pour la population soutient des sages-femmes mentors dans une initiative de partage d'expériences avec les plus jeunes. L'objectif étant de promouvoir les bonnes pratiques en la matière. À l'hôpital régional de l'Abbé, Daoussou Béavogui est le mentor. Elle a en charge 16 sages-femmes. Cet après-midi, nous assistons à une séance sur la gestion d'un accouchement. Quand on va pour le mentorat, on commence par l'amélioration des compétences et de la performance des sages-femmes trouvées sur le site. Parce qu'on se déplace en fait, on va sur le site et on fait la formation sur le tas. Et quand on n'a pas de cas, on va avec tout le matériel, c'est-à-dire le modèle anatomique, maman U, bras de Ruta, on va avec tous les outils de gestion et c'est là-bas qu'on fait la formation sur le tas, comme je viens de le dire. Et si on a un cas réel, quand ils ont fini de bien maîtriser sur le modèle anatomique et sur les autres outils de gestion, bien sûr avec la liste de vérification, parce qu'il faut vérifier d'abord. Il ne faut pas se faire savant que tu connais tout. Tu as ton document avec toi, tout est écrit sur la liste de vérification. Tu regardes de temps en temps. Et maintenant, quand tu as bien maîtrisé, comme je disais, sur le modèle anatomique, on passe sur le cas et ici, on a des cas. La formation pour le mentorat, ça m'a permis à savoir ce que j'avais oublié. Maintenant, sur le terrain, je me suis rappelé de beaucoup de choses. Donc vraiment, je me suis formée et j'ai aussi formé les sages-femmes qui sont dans les centres de santé. C'est vraiment bénéfique pour nous et pour la population. Les femmes qui viennent, vraiment, eux aussi, je les ai formées. Pas fini, ils étaient vraiment à l'aise. Parce qu'il y a certaines notions, ils ont peut-être oublié que je les ai rappelées. Donc ça les a vraiment soulagés. Les patients étaient vraiment à l'aise. Ça nous a permis de lutter contre la mortalité, le taux qui était élevé. Maintenant, je me dis que ça a un peu baissé après cette formation. À Conakry, la capitale, également dans le but de prévenir la mortalité maternelle et infantile, la maternité du centre médical communal de Ratoma, l'une des 5 communes de la ville, a été équipée de tables d'opération, de lits d'accouchement, de paravents et de médicaments. L'objectif étant de faciliter la prise en charge des urgences. Aussi, les sages-femmes et des relais communautaires ont bénéficié de formations. Il faut noter également la fréquentation dans ce contexte de Covid-19. La population n'était pas rassurée à venir consulter dans les structures. Donc, devant ce souci, les sages-femmes ont été formées. Et les relais communautaires ont été formés pour aller sensibiliser la population à venir, les rassurer que l'hôpital est sûr, peuvent venir sans partir avec la maladie Covid-19. Donc cette sensibilisation continue. La 4e CPN, vous savez, c'est la 4e CPN, lors de cette CPN-là, qu'on peut savoir si telle femme peut accoucher ou pas.
qu'on peut détecter beaucoup plus de facteurs de risque liés à l'accouchement. Donc si ces femmes-là ont peur de venir, non seulement ça augmente le nombre de décès maternels, ça réduit la fréquentation, les statistiques, les indicateurs de performance seront à la baisse. Donc nous sommes à pied d'œuvre pour sensibiliser ces femmes-là. Également les adolescents qui ont besoin de planification, qui ont peur de l'hôpital, les rassurer de venir et les planifier. Le Fonds des Nations Unies pour la population est impliqué auprès du gouvernement guinéen dans la lutte pour l'atteinte de 3 résultats transformateurs. 0 décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait en planification familiale et 0 pratique néfaste ou violence basée sur le genre contre les femmes et les filles. Il faut savoir que dans les 10 dernières années, les progrès ont été énormes parce qu'on était à 980 décès maternels sur 100 000 naissances vivantes. Actuellement, on est, depuis 2018, on fera le bilan pour 2020, on est à 550 décès. Vous voyez, de 980 à 550, ce n'est pas la moitié, mais c'est un progrès énorme. Et vous imaginez tout ce qui est derrière tout cela. Si vous prenez la planification familiale, les besoins non satisfaits étaient de l'ordre de 25%. Là où l'on en est, on était à une prévalence contraceptive d'à peu près 6%. On en est maintenant à plus de 11%. On a presque doublé. Et cela permet de réduire drastiquement les besoins non satisfaits en planification familiale. L'autre point, on peut parler des violences faites aux femmes. Prenons l'exemple emblématique des mutilations génitales féminines en Guinée. Bien sûr, on vous dit en général, en Guinée, la prévalence est de 97%. Mais ça, c'est toute population confondue des femmes. Mais si on revient maintenant pour voir les efforts, il faut voir les enfants de 0 à 14 ans. Là, on était à peu près 46%. Maintenant, on en est à 39%. Vous voyez les efforts énormes qui ont été faits. Fonique FM, la radio des jeunes. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans votre magazine Fonique Rassantea sur la 96.1 Fonique FM. Une émission qui parle des problèmes de santé et bien sûr des personnes adultes. Dans ce petit studio niché au cœur du centre administratif de Conakry, de jeunes journalistes abordent sans tabou les questions liées à la santé de la reproduction. Fonique FM vient de voir le jour, avec pour objectif de sensibiliser davantage les jeunes sur la santé de la reproduction ainsi que sur les violences basées sur le genre et d'autres sujets liés à la condition de la femme. Tout y passe, reportages, interviews, débats en français et en langue locale. Tous les jours, de 6h à 22h, les journalistes occupent les ondes et tentent de faire adhérer le plus de jeunes à la cause. Parler de sexe, surtout en radio, c'est pas chose évidente. Mais pour moi, c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, les jeunes adolescentes, surtout, rencontrent assez de difficultés, assez de problèmes. Donc, il faudrait qu'il y ait une radio qui parle de ça pour qu'on comprenne les réalités du pays ou même sur le terrain. Avant, comme on n'avait pas de radio, il y a un centre d'écoute, voilà, qu'on appelle Blue Écoute. Il y a une infirmerie et ces jeunes, quand ils viennent pour des planifications ou des conseils, il y a un médecin spécialisé qui est là, qui leur prodigue des conseils, qui leur dit comment prendre soin d'eux. Et maintenant que cette radio, elle est là, je pense que c'est encore un plus, voilà. C'est un peu ça. Et vraiment, c'est un retour à 100% bien, voilà, quoi, parce que c'est vraiment une bonne chose. Dans ce pays marqué par de profondes divisions politiques à relents communautaires, le Fonds des Nations Unies pour la population accompagne aussi des jeunes Guinéens sur les questions de démographie, paix et sécurité dans le but de favoriser la coexistence pacifique. L'institution onusienne a notamment aidé à l'installation et à la formation d'une vingtaine de conseils locaux de jeunes à travers le pays.